Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire. Cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes connecté au téléphone, vous pouvez composer étoile 0 pour obtenir l'assistance d'un téléphoniste. Si vous êtes connecté sur le web, vous pouvez utiliser la fonction de dialogue affichée à votre écran. J'aimerais maintenant céder la parole à votre animatrice, Linda Piazza, directrice principale, Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Linda Piazza. Bonjour et bienvenue au webinaire d'information sur la cohorte 15 du programme Force. Je m'appelle Linda Piazza, directrice principale à la FCASS. Je suis très heureuse d'animer ce webinaire pendant lequel nous allons vous communiquer des informations au sujet du programme Force pour 2019-2020. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions. Nous sommes très heureux que plus de 60 participants de tout le Canada soient présents aujourd'hui. Nous fournissons un service d'interprétation simultanée pour ce webinaire et nous vous invitons à participer dans notre boîte de dialogue dans l'une ou l'autre langue officielle. Si vous souhaitez visualiser la présentation en français et entendre le son en français, veuillez nous le dire dès que possible dans la boîte de dialogue. Alors, je vous présente nos intervenants. Et pendant ce temps, prenez un moment pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous combien de personnes sont présentes avec vous, y compris vous-même, bien sûr. Nous sommes très heureux aujourd'hui que 3 ex-boursiers Force puissent participer à cet appel. Je suis le seul sur la diapositive qui ne soit pas un boursier Force. Carole Borde est directrice adjointe au 6 Chaudière-Appalaches. Elle a participé à la cohorte 13 du programme Force avec une équipe de son organisation actuelle, 6 Chaudière-Appalaches. Elle est également lauréate du prix Neymark pour 2018. Dallas Smith est gestionnaire de projet, amélioration et transformation des systèmes de santé au ministère des Santé et Services sociaux du gouvernement du Yukon. Il participe actuellement à titre de boursier à la cohorte 14. Il est présent avec son équipe du gouvernement du Yukon et de la Yukon Hospital Corporation. Enfin, Patty O'Connor est notre coordonnatrice pédagogique et du corps enseignant. Patty est infirmière autorisée, titulaire d'une maîtrise des sciences en sciences infirmières. Elle a achevé une bourse au niveau du programme Force dans notre toute première cohorte, celle de 2004. Elle a également été boursière dans le programme Harkness du Commonwealth Fund aux États-Unis et au Canadian College of Health Leaders. Patty O'Connor est consultante indépendante, également professeure adjointe à l'école de sciences infirmières Ingram à l'Université McGill. Elle a plus de 40 ans d'expérience dans les services de santé, y compris 13 ans au niveau de la haute direction. En tant qu'ancienne chef des services d'infirmiers au Centre de santé universitaire de McGill, Patty O'Connor a piloté des innovations dans les partenariats avec les patients et le personnel de première ligne pour la co-conception des améliorations dans la prestation des soins, reconnues comme pratiques de pointe par Agrément Canada. En studio à Ottawa avec moi, nos productrices Sheena Powell et Kelly Ripley, ainsi que Jessica Fournier de l'équipe Force qui va assurer la modération de la boîte de dialogue. Voici donc les objectifs de la séance d'aujourd'hui. Nous allons tâcher de vous donner un bon survol du programme et puis ensuite nous serons heureux de répondre à vos questions. Donc nous allons évoquer les principes fondamentaux du programme Force. Vous allez entendre des témoignages de boursiers actuels et passés. Nous allons vous décrire l'approche du programme Force et vous donner quelques détails au sujet du processus de demande. Alors, je vais commencer par vous donner un rapide survol de la FCASS. Vous voyez notre plan stratégique actuel. Nous sommes en train de mettre au point le nouveau plan qui ressemble beaucoup à celui-ci. Il s'agit plutôt d'un rajeunissement, d'un renouvellement puisque nous étions sur la bonne voie. Si vous ne connaissez pas encore la FCASS, nous sommes un organisme à but non lucratif pour l'amélioration des services de santé financé par Santé Canada et qui se consacre à l'accélération des améliorations en matière de santé en développant les capacités de leadership
pour animer les améliorations en donnant aux patients et aux familles et à la collectivité la possibilité de participer au niveau de l'expérience et des soins dans la co-conception des améliorations en appliquant des outils et méthodes d'amélioration pour obtenir des résultats mesurables, pour améliorer les soins, la santé et l'optimisation, et en créant des collaborations afin de diffuser des améliorations basées sur les données probantes dans l'ensemble du Canada pour améliorer la santé des populations. Et l'un des moyens que prend la FCASS pour soutenir les organisations afin d'atteindre ces objectifs, nous avons créé le programme FORCE. C'est notre programme vedette qui a été créé en 2004. Nous nous préparons à accueillir la cohorte 15. Il s'agit d'un programme d'amélioration de la qualité et de renforcement du leadership sous forme d'une bourse de durée de 14 mois. Il s'agit d'équipes de hauts dirigeants du secteur de la santé qui procèdent à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation de solutions basées sur les données probantes au sein de leurs organisations. Nos objectifs sont d'accroître la capacité des leaders et des équipes à réaliser des changements, de renforcer la capacité des organisations à parvenir et à pérenniser des améliorations, créer une communauté pan-canadienne de dirigeants dédiés à l'innovation et accélérer la conception, la mise en œuvre et l'évaluation pérenne de projets d'amélioration basés sur des données probantes qui sont critiques pour les priorités stratégiques des organisations qui y participent. Donc, vous choisissez votre projet, un projet qui est important pour vous. Les organisations choisissent un projet d'amélioration de la qualité et désignent une équipe de 3 ou 4 hauts dirigeants. C'est cette équipe de base de 3 ou 4 dirigeants qui sont considérés donc comme les boursiers du programme. Travaillant en équipe et guidés par des enseignants et des coachs experts de la FCASS, les boursiers mettent en œuvre les connaissances et les aptitudes qu'ils acquièrent pour la conception, la mise en œuvre et l'évaluation d'innovation et pour créer les conditions en vue de leur pérennisation et de leur diffusion. Nous réunissons un personnel enseignant de renom venu du Canada et de l'étranger pour fournir le programme FORCE avec le soutien du personnel d'encadrement de la FCASS. Le programme d'études est basé sur les 6 leviers de l'amélioration des services de santé de la FCASS. Il comporte 4 séances en résidence, une série de webinaires interactifs et une plateforme en ligne. Pour la cohorte 15, il n'y a pas de thème spécial. Les projets d'amélioration doivent être basés sur les priorités de votre organisation et doivent refléter les changements que vous voulez réaliser. Nous entrerons dans un moment dans le coût en détail, mais le coût de participation est de 5 000 $ par boursier. Quelques mots à présent sur l'impact de FORCE. Cet impact n'est plus à démontrer. Plus de 100 des 411 boursiers occupent actuellement des postes de haute direction dans des organisations du secteur de la santé partout au Canada. Beaucoup de projets d'amélioration ont débouché sur des améliorations considérable au niveau des organisations auxquelles appartenaient les boursiers, même de leur région, voire de l'ensemble du pays. Par exemple, une équipe au University Health Network à Toronto, par exemple, a réduit les visites évitables à la salle d'urgence de 57% dans un établissement de soins de longue durée. Si cette initiative était mise en œuvre au plan pan-canadien, elle pourrait épargner à nos réseaux 22,5 millions de $. Une équipe de Eastern Health à Terre-Neuve-Labrador a réduit les temps d'attente pour les services orthopédiques de 45%. Et en fait, plusieurs projets se sont transformés en projets collaboratifs de diffusion de la FCASS, y compris le projet collaboratif sur la prescription appropriée qui vise à réduire l'utilisation inappropriée d'antipsychotiques dans les soins de longue durée. Comme vous pouvez le constater, les organisations et les équipes parviennent à des résultats bien réels dans le cadre du programme FORCE. Alors à présent, je vais donner la parole à Carole qui va vous expliquer un petit peu son expérience en tant que boursière. Comme je vous l'ai dit, Carole a participé à la cohorte 13. Alors nos participants anglophones vont écouter la voix de l'interprète. Donc, Carole, à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si c'est correct, si tout le monde m'entend. Peut-être si Jessica oui, on vous peut me entend, dire madame. oui.
Parfait. Écoutez, bonjour tout le monde. Écoutez, mon nom c'est Carole Borde, comme vous m'avez présenté, du Centre intégré de santé de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Cela se peut que pour mes collègues francophones, vous ayez également besoin d'un peu de traduction parce que j'ai un léger accent du sud de la France, mais soyez rassurés, cela fait maintenant 11 ans que je suis au Québec et plus de 7 ans que j'œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux. Alors, sans plus attendre, ma première question, c'est comment se préparer à soumettre son projet. Je pense que vous devez vous-même vous la poser. Et je dois vous dire que votre question ne doit pas être dois-je soumettre un projet. Je vous le conseille vivement, même à la première étape, à ma première acétate, avant même de commencer. C'est important de souligner à quel point faire partie de la cohorte, de la dernière cohorte force a changé ma vie professionnelle. Alors, comment se préparer à soumettre votre projet? Déjà, il faut que vous ayez un problème en lien avec vos usagers. Parce qu'on est dans le domaine de la santé, c'est évident que nous œuvrons pour améliorer les soins de santé à l'échelle québécoise et même canadienne quand on participe au programme Force. Donc, c'est très important d'avoir un problème qui est très en lien avec nos usagers, nos patients. Deuxièmement, le soutien de la haute direction. C'est clair que nous avions dans notre équipe notre PDG, comme vous voyez sur la photo, là, sur mon acétate. C'était très clair que d'avoir le soutien indéfectible de notre haute direction nous a permis de mener et de cheminer avec notre projet d'un point de vue organisationnel et d'implanter une nouvelle culture d'amélioration également dans notre organisation. Donc ça, je vous dirais que ce sont les deux, je pense, les deux conditions clés pour se préparer à soumettre son projet. Choisir vraiment un problème très présent dans notre organisation et qu'il soit connu et accepté de tous et soutenu donc par la haute direction. Ensuite, l'équipe. Alors l'équipe, c'est sûr que moi, dans mon domaine, je suis issue d'une direction plus technique, plus de soutien expert, on dira, puisque je suis directrice adjointe de la logistique. Alors c'est sûr que, n'ayant pas une formation clinique, j'ai pu apporter un regard un peu différent sur une problématique qui est beaucoup plus clinique. Alors je vous dirais que les choix de vos collaborateurs d'équipe est, à mon sens, un élément clé, à savoir qui va constituer votre équipe. Oui, du clinique, oui, du soutien logistique. Nous, dans notre équipe, on avait la directrice de SAPA, donc soutien autonomie des personnes âgées. On avait notre président directeur général, M. Daniel Paré. On avait la directrice de la recherche et moi-même. Donc, cette hétérogénéité de notre équipe a permis qu'on a cheminé, je pense, beaucoup plus loin parce qu'on avait des paires de lunettes différentes qui nous permettaient de voir différemment la problématique que nous avions exposée. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Alors, est-ce qu'il faut parler anglais dans l'équipe? Pas forcément, puisque moi, je parle pas forcément bien anglais. J'ai un léger accent en anglais aussi, comme en français. Mais le programme est fait aussi pour les non bilingues. Je vous rassure tout de suite. Moi, c'est une des questions que je m'étais posée au départ, à savoir si c'était requis. Je vous dirais que non. Par contre, j'ai pu m'améliorer, surtout le soir après 22 heures, en discutant avec mes collègues des autres provinces anglophones. Alors, le temps à investir dans cette belle formation, mais c'est sûr, c'est une formation. Donc, le temps, il faut en avoir un petit peu là, pour pouvoir mener à bien son projet. Je vous dirais que du temps personnel, faut en mettre en dehors des heures normales de travail. Mais quand on parle d'équipe, on a l'équipe du projet Force, mais on a également l'équipe élargie. Tous dans vos organisations, on a de nombreux employés qui constituent nos équipes puisqu'on a des postes de direction et c'est clair qu'on va les mettre à contribution de nos équipes pour nous permettre d'avancer dans notre projet. Donc dites-vous bien que le temps, c'est pas quelque chose qu'on a, c'est quelque chose qu'on prend. Donc c'est à vous de voir quelle énergie et investissement vous voulez mettre là-dedans. Nous, ce qui a fait notre succès dans notre équipe, c'est qu'on s'est partagé la tâche selon en fait nos compétences et nos forces, je dirais, et c'est ce qui a fait que on a investi du temps, mais on s'est fait confiance aussi pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui investissent beaucoup trop de temps par rapport aux autres. Donc, une fois que vous avez passé tous ces points-là, je pense que vous êtes en mesure de vous dire
comment vous préparez à soumettre votre projet. Clairement, un usager au cœur là, de vos préoccupations avec un problème bien réel. La haute direction qui en a conscience et évidemment qui va vous soutenir dans ce volet-là. Le choix des membres de votre équipe, ça c'est pour moi c'est la clé du succès. Et votre temps là, que vous êtes prêt à investir en fait pour l'amélioration des soins de santé à l'échelle canadienne, à l'échelle québécoise et pour nous dans notre province et à l'échelle de votre organisation. Ça va être important par rapport à ça, mais pour vous aussi grandir dans cette formation. On va pouvoir changer d'acétate, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler de notre projet qu'on a fait en équipe. Donc le titre de notre projet, on a eu à peu près 8262 titres différents là, depuis qu'on a commencé notre formation. Mais on est resté vraiment avec un titre qui fallait qu'il parle aux équipes terrain pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'on faisait. Donc notre titre, c'est le préposé aux bénéficiaires pour l'usager par la logistique. Très clairement, on a un gros problème dans nos centres d'hébergement de soins de longue durée au Québec. On a vraiment une difficulté qui est grandissante pour répondre à nos usagers, à tous leurs besoins. Pourquoi? Parce qu'on a un alourdissement de la clientèle qui, dans nos CHSLD, là, je vais parler un petit peu, on a quelques données probantes là-dessus, mais 80% ont un profil ISOSMAF là, qui est un 10 à 14. Donc c'est des personnes avec un lourd handicap, souvent avec des troubles cognitifs. Donc ça, c'est évident que pour nous, là, ça nous a sauté aux yeux. On a également une grosse pénurie de ressources humaines au niveau des préposés aux bénéficiaires. Et ça, on a des données là, qui sont locales et organisationnelles pour ça. À l'échelle de la province, la pénurie de personnel, surtout préposés aux bénéficiaires, est très importante. Donc on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester avec le statu quo. Donc on s'est dit, mais on est capable peut-être de travailler différemment pour aller soulager nos équipes de soins. Donc notre énoncé d'objectif, c'était vraiment, nous on voulait maintenir ou améliorer les services de qualité auprès des usagers avec des troubles cognitifs dans nos centres d'hébergement de soins de longue durée. Alors, nous, c'est clair qu'on avait deux points là-dedans. On voulait, d'une part, augmenter de 10% le temps direct des préposés aux bénéficiaires auprès des usagers. Au départ, on avait pris 2 centres d'hébergement, puis au final, on s'est concentré sur une unité d'un seul centre d'hébergement. Puis ça, vous verrez que plus vous prenez large, plus vous allez vous rendre compte qu'il faut commencer petit pour pouvoir aller plus loin. Donc, on s'est ramené à une seule unité dans un seul centre d'hébergement. Et on voulait en parallèle implanter l'approche relationnelle des préposés aux bénéficiaires auprès des usagers, donc sur cette même unité de soins. Mais nos buts étaient très clairs. On voulait que les bonnes tâches soient effectuées par les bonnes personnes. On voulait surtout réinvestir du temps soignant auprès de nos usagers qui étaient en demande. Et on voulait peut-être, évidemment, par bénéfice collatéral, diminuer le nombre de troubles du comportement chez les usagers. Alors je vous dirais que c'était très complexe au départ de définir notre carré de sable là, par rapport à tout ça. Il a fallu qu'on aille chercher des données probantes par rapport à ça. Et on a utilisé évidemment les outils là, que la Fondation canadienne a mis à notre disposition durant notre formation. Et mon coup de cœur, puis si vous faites partie de la prochaine cohorte, vous verrez à quel point il faut s'investir dans ce volet-là, c'est le diagramme des forces mobilisatrices. J'en parle souvent, mais moi cet outil-là a changé ma vie. J'ai un parcours plutôt axé sur le Lean, Six Sigma, et ça a changé mes paradigmes d'apprendre autrement comment traiter un volet d'amélioration de la qualité. Donc je vous en dis pas plus là-dessus parce que c'est un des éléments importants de votre formation. Concrètement, si je nous ramène à notre projet, clairement on avait des difficultés assez anticipées là, avec la résistance au changement, parce que quand on veut travailler mieux auprès des équipes de soutien, c'est-à-dire qu'il faut arriver à briser nos silos entre nous là, pour pouvoir redonner du temps aux soignants. Et dans le temps aux soignants, il faut s'assurer qu'il est bien réinvesti auprès de l'usager, parce que historiquement, on a tendance à dire que l'infirmière délègue des tâches au préposé aux bénéficiaires et que le préposé aux bénéficiaires fait un peu
plusieurs tâches différentes sans forcément être auprès de l'usager. Pourtant, un préposé aux bénéficiaires dans sa formation, il est embauché pour s'occuper des usagers. Et je vous dirais que ça a été un succès assez surprenant. On s'attendait à avoir de beaux résultats, mais c'est allé au-delà de nos attentes là, au niveau de notre unité de soins du centre d'hébergement de Montmagny. On a même réussi à faire le centre d'hébergement au complet et on est allé chercher 30 minutes de temps minimum redonné à chaque préposé aux bénéficiaires par quart de travail, ce qui représente beaucoup de minutes qui ont été investies directement auprès de nos usagers parce que les préposés aux bénéficiaires ont eu une trousse à outils d'activités dirigées à faire avec nos usagers. Ils n'ont pas eu un 30 minutes par jour pour aller vider des poches de linge sale ou s'occuper des tubes de prélèvement ou remplir des fournitures médicales. Ils sont vraiment allés utiliser ces 30 minutes-là auprès de l'usager pour faire une activité et le gain est là vraiment pour la satisfaction de nos usagers dans nos centres d'hébergement. Le moment phare, je vous dirais, de notre projet, puis c'est pour l'usager, c'est le moment le plus important, c'est le repas du midi. Le repas du midi dans un centre d'hébergement de soins de longue durée, c'est le moment le plus important pour nos usagers et au lieu de courir derrière des tâches pour mettre la table, desservir la table, on oubliait que faire manger l'usager était un moment pour lui qui était bénéfique et on a réussi en équipe, grâce à notre usagère partenaire, à se ramener sur l'essence même de notre travail qui est de prendre soin de nos usagers, surtout cette clientèle-là qui est très vulnérable. Donc au-delà du fait qu'on a d'excellents résultats de synchronisation des activités logistiques, tout cela est vraiment éclipsé par le fait que nos usagers ont retrouvé le sourire, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, parce que maintenant, ils ont vraiment le temps de manger avec des préposés qui sont avec eux à ce moment-là. Alors voilà pour notre projet. Je pense que je pourrais vous en parler pendant 4 heures sans m'arrêter, mais je pense que c'est pas là l'objectif. Là, je voulais vous expliquer un petit peu c'était quoi l'envergure de notre projet. On est rendu aujourd'hui on a terminé le centre d'hébergement de Montmagny. On est rendu aujourd'hui dans de la pérennisation et nous voulons aller maintenant implanter un deuxième centre d'hébergement. Il a déjà été choisi. C'est le centre d'hébergement de Bosseville chez nous. Et on veut vraiment aller sur une phase plus de diffusion à l'échelle certainement provinciale parce que des centres d'hébergement, on en a partout dans la province qui ont les mêmes problématiques que nous en Chaudière-Appalaches. Donc on sait que notre projet, on est capable d'aller le diffuser à l'échelle provinciale et pourquoi pas par la suite à l'échelle canadienne. Si on peut changer maintenant d'acétate, notre expérience de projet pour nous, puis je l'ai découvert encore plus, on dit toujours la contribution de l'usager, le patient partenaire, l'usager collaborateur, la co-construction. On en parle beaucoup dans nos organisations, mais là, on a été obligé de le vivre avec le programme Force parce que c'est un des piliers importants de la formation que vous allez suivre, c'est cette co-construction avec l'usager. Ça a été pour moi une révélation parce que les usagers, je les vois toujours de très loin, mais quand on a fait le projet, j'y étais beaucoup plus proche d'eux que ce que je ne l'étais avant pour vivre avec eux là, leur quotidien, pour mieux adapter là, dans notre projet. Et c'est un impact très puissant d'avoir nos usagers là, auprès de nous. Alors notre usagère partenaire, elle a fait partie de notre équipe Force. C'est elle qui en fait a co-construit avec nous notre projet. Donc on avait une idée de départ qui était quand même un peu sur le même thème, mais au bout de 2 rencontres avec elle et vu qu'on l'a vraiment mis comme une partenaire dans l'équipe, elle nous a vraiment fait changer bout pour bout notre vision des choses parce qu'on était beaucoup trop focusé sur l'organisation du travail et non pas sur le besoin de l'usager dans le centre d'hébergement. Donc ça a été vraiment incroyable pour nous là, de faire cheminer notre projet avec notre usagère partenaire. D'ailleurs, dans la formation Force, la présence des usagers lors des sessions de cours est vraiment très puissante là, pour nous faire cheminer là-dedans.
Alors, pourquoi faire le programme Force? Écoutez, la qualité de la formation. Très clairement, on a des formateurs et des professeurs d'une grande qualité provenant du monde entier. On a eu des gens de l'Angleterre, on a eu des gens des provinces canadiennes. C'était incroyable là, tout le rendu de cette formation, tout ce qu'on a pu apprendre de ces gens-là, d'expérience, d'expertise et de cœur aussi. Les outils de la Fondation, on parlait des 6 leviers tantôt, les outils de la Fondation canadienne sont vraiment des outils qui sont utilisables dans le quotidien et qui nous amènent, je pense, à changer la culture organisationnelle de nos différentes organisations. C'est important pour nous de voir l'amélioration de la qualité de façon différente. Le leadership, je pense que cette formation renforce le leadership qu'on peut avoir déjà dans nos organisations, mais ça vient nous soutenir encore plus de travailler en équipe, une équipe qui va cheminer ensemble pendant tous ces mois et travailler et vraiment œuvrer ensemble, ça renforce notre leadership. Le réseau qu'on se construit, parce que le réseau pan-canadien est important, on est capable d'échanger des bons coups, des moins bons coups avec nos collaborateurs des autres provinces également. Et on se rend compte qu'on vit les mêmes choses en Alberta, en Colombie-Britannique ou au Québec. C'est exactement les mêmes problématiques qu'on vit, même si la réglementation est différente, mais les usagers, ils ont les mêmes problèmes que les nôtres au Québec. Donc ça fait du bien de pouvoir partager ensemble et de rester connectés par la suite, parce que c'est une belle et grande famille, la famille Extraforce. Puis écoutez, je terminerai encore avec l'usager. L'usager est au cœur de nos décisions. L'usager a toujours été au cœur de nos décisions et je pense que il est important de les conserver au cœur de notre co-construction de projet. Pas simplement l'écrire dans nos procédures, dans nos normes d'agrément, mais de le vivre au quotidien. Honnêtement, j'y croyais pas forcément dès le départ que ça pouvait avoir un impact aussi significatif. Mais si je retiens une seule chose de mon programme Force, c'est que notre usagère partenaire, Carole, a été vraiment un élément déterminant dans notre projet. Et pourquoi le faire? Écoutez, je terminerai avec cette petite photo que vous voyez. Là, on est tous les quatre, notre équipe, sur le lac Louise, en plein hiver, au mois de février. Alors, ça aussi, pourquoi le faire? Je pense que découvrir d'autres horizons canadiennes, ça fait du bien à l'esprit et surtout dans nos horaires qu'on a actuellement, qui sont extrêmement chargés. Voilà, ça met fin à ma petite présentation. Linda Piazza. Merci beaucoup, Carole. À présent, nous allons entendre Dallas Smith, qui est un membre actuel de la cohorte 14. Dallas Smith. Merci beaucoup, Linda. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de mon expérience. Je voudrais également remercier Carole. J'ai été très heureux de constater que nous avons eu des expériences semblables et des perspectives semblables dans le cadre de cette réalisation extraordinaire. Alors, je voudrais évoquer 3 catégories d'éléments. D'abord, l'application et le changement qui en ressortira. Ensuite, je voudrais évoquer les possibilités d'apprentissage et de réseautage dont j'ai déjà bénéficié jusqu'ici. Et puis, je voudrais conclure en vous expliquant pourquoi je pense que l'investissement en vaut la peine et ce que j'en ai retiré. Alors, quand on considère la demande, mon conseil serait de songer vraiment à un projet qui compte et qui est important pour votre organisation et votre réseau. Parce que quand vous identifiez quelque chose qui est très important, eh bien, il y aura cette motivation et ce soutien pour aller de l'avant. Parce qu'il y aura des moments où c'est frustrant et vous vous demandez pourquoi vous vous concentrez sur ce projet, pourquoi vous y consacrez tant d'efforts. Donc, ce sera très utile de pouvoir revenir à quelque chose qui est très important pour votre organisation. Ensuite, passer quelque temps avant la date de dépôt de la candidature pour essayer de comprendre exactement
quelle est la nature de votre problème et pourquoi c'est un problème. Et c'est là où notre équipe au Yukon a dû relever certains défis, parce que quand nous avons présenté la demande, à l'origine, nous avions un plan de co-conception d'un outil de planification du traitement avec nos patients partenaires afin qu'ils puissent revenir à la collectivité. Mais dans le cadre de ce processus et dans le cadre de certaines expériences qui nous ont mis au défi, nous avons dû changer notre projet du tout au tout assez tôt dans le processus pour envisager de mettre au point un cadre et des outils propres au Yukon qui permettront à nos fournisseurs de soins d'être vraiment au diapason des personnes, des patients, pour que nous puissions entamer une véritable co-conception authentique et signifiante. Alors ça, ce serait mon autre conseil pour la demande. Réfléchissez-y, mais sachez que ça va changer. Une fois que vous entamez le projet, vous apprenez différentes façons de visualiser le problème, différentes façons de comprendre les solutions. Et si vous choisissez un projet et que vous décidez définitivement que c'est ça que vous devez faire, vous allez peut-être avoir un défi. Vous allez peut-être être mis au défi de repenser votre projet. Alors, quelques mots au sujet de l'équipe. Soyez prêts à consacrer le temps nécessaire à travailler avec votre équipe. Il y a dans la description de force une mention du temps que vous devez y consacrer. On vous dit que vous devriez y consacrer une journée par semaine. C'est à peu près ça. On se réunit chaque semaine pendant 1h30 pour discuter de l'évolution du projet. Puis nous avons notre travail individuel qui est relié au projet. Il y a 3 à 4 boursiers qui font partie du projet, mais aussi il s'agit d'identifier qui d'autre va participer au projet, et qui n'est peut-être pas boursier force, mais qui va aider l'équipe à mettre en œuvre les actions que vous concevez. Donc, c'est important de passer quelque temps à l'avance pour identifier qui sera membre de l'équipe, qui pourra soutenir l'équipe, qui va la soutenir au niveau de la haute direction, et qui va assurer l'évaluation, qui va assurer la gestion de projet, etc. À présent, quelques mots sur les leçons que j'ai tirées et les possibilités de réseautage dont j'ai bénéficié dans le cadre de cette expérience. Alors, jusqu'ici, c'est tout à fait comme Carole l'a dit, je pense qu'il n'y a rien de radicalement nouveau, mais c'est le fait d'avoir du temps concentré, focalisé pour réfléchir à ces concepts et puis pour les appliquer à des problèmes et des solutions au contact du réel. Ça a été vraiment un des éléments les plus importants. Deuxième élément, le soutien, le coaching. Chaque équipe se voit affecter un coach et ça a été très, très, très utile. Ça nous permet de discuter de certaines idées, évoquer les défis du projet. Donc c'est quelqu'un dont vous ne relevez pas, quelqu'un qui n'est pas votre supérieur. Avec une telle personne, on a beaucoup plus de liberté pour expliquer ce qui doit se passer dans le projet plutôt que de parler de la façon dont on va accomplir le projet. C'est très différent ça. Et une des leçons que nous avons tirées du projet, c'est que il y a un projet, mais il s'inscrit dans un système. Alors donc il faut réfléchir davantage à long terme, tout en pouvant réaliser un projet qui soit faisable dans le délai dont on dispose. Nous avons changé notre problème, mais il s'agit de mettre au point différents types de compétences de réflexion critique pour comprendre le problème, le définir. Et c'est l'élément que j'ai pu appliquer jusqu'ici à d'autres parties de mon travail. Je supervise beaucoup d'initiatives d'amélioration au sein du gouvernement du Yukon et les compétences et les connaissances théoriques que nous avons acquises dans le cadre du programme Force m'ont permis d'être un peu plus constructif, un peu plus critique pour soutenir les autres équipes au niveau des projets qu'elles accomplissent. Alors donc, nous avons déjà commencé à convertir donc le savoir, les méthodes d'approche des solutions, des problèmes, des solutions. J'ai déjà pu appliquer tout ça à plusieurs autres projets au Yukon. Dernier point, la confiance. Il s'agit
à partir des savoirs, des compétences que j'ai pu acquérir dans ma formation, que j'ai pu appliquer dans différents postes. Il s'agit de disposer du temps pour les affiner, pour acquérir la confiance, la compétence dont j'ai besoin dans l'application de ces savoirs et de ces compétences. Et puis, le réseautage. Comme Carole l'a dit, on vit cette expérience avec des équipes venues de tout le Canada. On a la possibilité de passer du temps avec ces équipes, d'apprendre quels sont leurs défis, qu'est-ce qu'elles ont fait pour les relever. On apprend qu'il y a beaucoup de points communs et en apprenant, en entendant parler de ce que les autres ont fait, on tire beaucoup d'enseignements. Et puis, au moins pour... il y a un projet particulier au Yukon puisque notre projet est un partenariat entre le gouvernement du Yukon et la Société hospitalière du Yukon. Le fait pour les deux organismes de collaborer sur un projet spécifique, ça a été énorme au niveau de la compréhension mutuelle, la confiance qu'on acquiert en travaillant avec une équipe au sein d'une autre organisation. Ça nous a permis de créer en fait un système beaucoup plus cohésif au Yukon. Donc pour conclure, quelques mots sur la réponse à la question pourquoi l'investissement en vaut-il la peine. Alors, tout d'abord, le personnel enseignant est extraordinaire. Il possède des expériences très diverses dont vous bénéficiez. Et puis, vous pouvez répercuter ça dans votre travail, travailler avec votre coach, avec les autres membres de l'équipe. Ce réseau que vous créez, que vous développez, ces échanges nous ont été très, très utiles. Par ailleurs, quand vous identifiez ce projet, c'est sur un horizon de 18 mois. Et dans mon cas au moins, il y a tellement de défis, tellement de priorités qui s'entrechoquent. Parfois, dans notre travail, on commence quelque chose, on est obligé de le mettre de côté, on y revient plus tard. Mais quand le projet fait partie du programme Force, il y a un engagement préalable en vertu duquel nous nous promettons de prendre le temps chaque semaine de poursuivre le projet, même si c'est difficile, il y a des défis, c'est frustrant, on perd du terrain, on y revient constamment. Donc c'est une excellente façon d'accorder à un projet très important la priorité voulue afin qu'on puisse continuer de se concentrer sur le projet, continuer de bénéficier d'un soutien non seulement au sein de l'organisation, mais dans l'ensemble du pays, afin de savoir comment continuer de faire progresser une initiative très importante. Troisième point, la théorie, les outils et le savoir que l'on acquiert auprès des autres participants du projet Force et la façon dont on peut appliquer ça au contexte local. Moi, j'aime beaucoup l'aspect, disons, théorique, si vous voulez, l'aspect académique. On réunit des exemples, des données probantes venues du monde entier. Moi, j'adore apprendre. Alors, ça a été fantastique pour moi. Mais le dernier point, pour conclure, on rencontre des gens qui sont vraiment cool, de toutes sortes de régions du pays, et on constate que leurs défis sont semblables aux vôtres, et c'est fantastique de savoir quelles sont leurs expériences, car on apprend beaucoup de choses au sujet de soi-même. Et on se rapproche des gens avec qui l'on travaille déjà. Donc l'équipe Force devient une famille, et on en arrive à se comprendre les uns les autres encore mieux, et ça c'est très utile dans d'autres projets qu'on peut entamer dans l'avenir. Alors, voilà pour mon petit témoignage. Merci de m'avoir écouté. Linda Piazza, merci beaucoup. Darla Smith. Patty O'Connor, à vous la parole. Patty est coordonnatrice du programme d'études. Elle va vous donner quelques détails au sujet du programme d'études, du plan d'apprentissage des enseignants et des formateurs. Patty O'Connor. Merci beaucoup. Merci Carole. Merci Dallas d'avoir témoigné sur votre expérience au sein du programme Force. Donc, le programme Force est le projet le plus intensif d'amélioration de la qualité le plus intensif de notre organisation, conçu pour des leaders de haut niveau. Et une fois le programme achevé, les boursiers ont acquis un savoir en matière de méthodes d'amélioration de la qualité, sont en mesure de mettre en œuvre ce savoir. Les boursiers sont responsables de piloter des grandes initiatives de changement, mais le plan d'apprentissage s'intéresse plus généralement
sur ce qu'il faut pour mener avec succès des organisations complexes dans le cadre d'études de cas, de séances avec des enseignants experts, vous l'avez entendu dire par Dallas. Les participants ont la possibilité d'examiner systématiquement des questions sur la prestation de services dans les systèmes, sur des politiques au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans d'autres pays. Alors, Force se base sur les 6 leviers de l'amélioration des services de santé de la FCASS qui sont basés sur une étude des systèmes de santé. Ces 6 leviers ont été identifiés comme étant critiques pour le succès des organisations. Promouvoir la prise de décision éclairée par les données probantes, mettre à contribution les gestionnaires et prestataires de première ligne dans la création d'une culture d'amélioration, renforcer la capacité organisationnelle, mobiliser les patients et les citoyens, se concentrer sur les besoins de la population et élaborer des politiques et des mesures incitatives favorables. Donc voilà les 6 leviers de l'amélioration des services de santé de la FCASS. En outre, le programme Force se base sur plusieurs cadres pour guider l'apprentissage, y compris le triple objectif de l'IHI, le modèle de changement du NHS au Royaume-Uni et le modèle de pérennisation du NHS, le modèle des améliorations hautement adoptables qui a été mis au point par un des membres de notre personnel enseignant et le cadre LEADS. Le programme comporte 4 modules d'apprentissage qui sont étalés sur 14 mois. Le premier module porte sur le développement et la préparation de l'équipe et de l'organisation et la conception du projet d'amélioration. Vous recevez beaucoup d'apports pendant 2 jours et demi d'ateliers sur le point de départ, c'est-à-dire votre énoncé d'objectifs et sur le déroulement prévu de votre projet, la logique, la justification. Le deuxième module, qui a lieu au mois d'août, se concentre sur le renforcement des compétences en leadership et sur la mise au point du projet d'amélioration, du plan du projet d'amélioration. Le troisième module vise à accélérer les progrès et à mettre en œuvre le projet d'amélioration. Et le quatrième module s'intéresse à la pérennisation, à la diffusion et à la mise à l'échelle du résultat. Donc voici le calendrier du programme Force qui vous montre la progression des 4 modules, lesquels équilibrent l'apprentissage théorique, la science de l'amélioration, les autres méthodes, les outils, et comportent, comme je vous l'ai dit, 4 ateliers présentiels dans plusieurs endroits du Canada, une série de webinaires interactifs tout au fil des 14 mois, des appels d'encadrement mensuels et une plateforme d'apprentissage en ligne pour les boursiers. Le module 1 commence fin avril et dure jusqu'à la mi-juillet. Le module 2 a lieu au mois d'août. Le module 3, qui porte sur la phase de mise en œuvre, va de septembre à février. Et le module 4, de la mi-février jusqu'au mois de juin, lorsque les équipes présenteront le rapport sur les résultats obtenus et les leçons acquises. Et au mois d'août, le rapport écrit définitif est présenté. Le comité consultatif de Force offre des conseils stratégiques de haut niveau sur les orientations et le développement des partenariats, ainsi que de prodiguer des conseils à la FCASS sur la sélection des nouvelles équipes en fonction des demandes qui ont été présentées. Il est constitué de 10 leaders de la santé très éminents de tout le Canada, y compris Terry Sullivan, qui est consultant, professeur de politique de santé à l'Université de Toronto, Jean-Louis Denis, qui est professeur de politique et de gestion de la santé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Jean-Louis Denis est responsable du personnel enseignant du module 4. Christina Krause, présidente directrice générale du BC Patient Safety and Quality Council. Ensuite, la deuxième rangée, Martine Couture, ancienne présidente directrice générale du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Chris Hayes, chef de la direction de l'information médicale Trillium Health Partners. Sarah Downey, présidente directrice générale du Michael Garron Hospital. Chris Hayes est responsable du personnel enseignant pour le module 1. Troisième rangée, donc moi-même, en tant que coordonnatrice du plan d'apprentissage et du personnel enseignant, et leader du module 2, et Armand Boudreau, qui est consultant en gestion et président du réseau de coaching du programme Force. Armand Boudreau est le responsable du programme du personnel enseignant du module 3.
Alors, les membres du personnel enseignant de la FCASS sont des experts renommés, canadiens et étrangers, et des dirigeants d'organisations qui ont beaucoup d'expérience dans le pilotage des initiatives d'amélioration. Ils conseillent la FCASS sur la conception du programme, l'élaboration du plan d'apprentissage. Ils assurent la prestation du plan d'apprentissage tout au fil du programme. Ils offrent des conseils aux équipes et ils animent les consultations avec les équipes sur la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets d'amélioration. Donc, chaque équipe bénéficie d'un coach qui lui est dédié, qui soutient l'équipe tout au long du processus. Donc, par exemple, à la fin de chaque journée, dans les ateliers présentiels, 1 heure est prévue pour un dialogue avec l'expert qui vous est assigné pour évoquer les problèmes délicats que vous devez régler au même moment. Le personnel enseignant se concerte également dans le cadre de rencontres, de concertation. Enfin, voici donc notre réseau de formateurs ou coachs. Chaque équipe qui est acceptée reçoit donc un coach dédié. Les formateurs sont des hauts dirigeants des réseaux de santé qui sont choisis pour leur savoir et leur expérience à la tête de réseaux de santé et d'initiatives d'amélioration. Les formateurs comprennent les régions où les équipes sont implantées, la complexité du changement au sein des organisations dynamiques. Les formateurs aident les équipes à prévoir les défis et à s'y retrouver, leur propose des aperçus au sujet des stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre pour prendre leur élan dans le projet d'amélioration. Ils réalisent des visites présentielles auprès des équipes. Ils donc viennent vous voir, rencontrer votre équipe, ainsi que le chef de la direction et l'équipe de haute direction. Les formateurs ont également des rencontres téléphoniques ou par vidéoconférence mensuelles et ils ont également, comme on vient de le dire, des heures spéciales qui sont consacrées à la fin de chaque atelier, chaque journée d'un atelier. Linda Piazza, merci beaucoup. Patty O'Connor pour ce survol. Merci à Carol Bord, Dallas Smith. Je vais à présent vous donner quelques renseignements supplémentaires sur le processus de demande. Je vous encourage à commencer à saisir vos questions, d'ailleurs, dans la boîte de dialogue à l'adresse de Carol, de Dallas ou de Patty. Et nous allons tâcher d'y répondre très prochainement. Alors, si vous songez, fort de toute l'information que nous venons de vous donner, des témoignages que vous avez entendus, si vous envisagez d'adhérer au programme Force, rappelez-vous qu'il s'agit d'un projet qui est conçu pour votre organisation si vous souhaitez renforcer votre capacité d'amélioration, car la capacité d'amélioration est développée dans le cadre du programme Force à 3 niveaux, au niveau de l'individuel, au niveau de l'organisation et au niveau des partenariats régionaux et sectoriels, grâce à la création de réseaux qui durent loin au-delà des 14 mois. Les équipes peuvent appartenir à une organisation unique ou à plusieurs organismes qui souhaitent collaborer pour améliorer la conception des services de santé. Une équipe comporte un minimum de 3 et un maximum de 4 boursiers. Comme Dallas vous l'a dit, il y a donc une équipe, et Carole aussi, il y a une équipe beaucoup plus vaste qui va irriguer votre projet, mais voilà l'équipe de base qui participe aux séances en résidence et au programme. Les organismes extérieurs au Canada sont les bienvenus. Voici quelques exemples d'organismes participants, de catégories d'organismes participants. Alors, dans tous les organismes de prestation de soins de santé, y compris les autorités de santé, les hôpitaux, les centres de réadaptation, centres de soins de longue durée, les pratiques de soins primaires, les organismes de santé publique, les ministères de la santé, les organismes de bienfaisance ou communautaires ou à but non lucratif, des organismes de services sociaux, qui s'occupent par exemple d'enfance et de jeunesse, de logement, etc., les organismes de santé autochtones et d'autres encore. Nous savons tous que la santé dépasse de loin le secteur de la santé, donc nous avons une définition assez souple du genre d'organisation que nous accueillons. Ensuite, les rôles, responsabilités et ressources. Donc, les boursiers, les 3 à 4 boursiers au sein de l'équipe doivent jouir d'une influence, d'une autorité, d'une responsabilité suffisante
au sein de leur organisme. Donc, il faut que ce soit des personnes qui sont parvenues au stade de leur carrière qui leur donnent les moyens d'assurer la mise en œuvre du projet. Quelques exemples des titres de personnes qui participent souvent aux équipes, vice-président, chef de l'exploitation, chef des services infirmiers, chef de service, chef des services médicaux. Ensuite, un patient partenaire ou un proche partenaire. Nous accueillons très favorablement ces participants à l'équipe de base. Au niveau du ministère de la Santé, sous-ministre adjoint, directeur général ou encore des dirigeants occupant des postes de leadership. Donc, toutes les équipes, comme les deux boursiers récents qui ont témoigné, vous l'ont bien dit, les équipes d'amélioration doivent avoir accès à des conseils, des avis stratégiques de leaders clés et y compris un minimum de 2 patients partenaires au sein du comité directeur. Les cliniciens, les fournisseurs de soins, les patients, leurs proches doivent soit faire partie de l'équipe, soit être mobilisés de façon appropriée. Et toutes les équipes doivent avoir accès à un soutien au niveau de la mesure du rendement, de l'évaluation et de la gestion de projet. Alors, voici les rôles, responsabilités et ressources des hauts dirigeants. Il s'agit de l'un des éléments clés, l'un des ingrédients clés de la réussite, si vous voulez. Donc, les hauts dirigeants doivent fermement soutenir l'équipe Force, le projet Force, pour assurer des conseils stratégiques, une orientation reliée au leadership et à la gestion du changement. Nous demandons aux dirigeants de participer activement aux évaluations organisationnelles de la FCASS, aux visites d'établissement, aux webinaires de compte rendu. Et bien souvent, en général même, les cadres supérieurs assistent à l'exposé final. Et nous attendons également des hauts dirigeants que les boursiers aient du temps réservé à leur travail. Vous avez entendu dire à quel point c'était important et disposent des ressources nécessaires pour mener le projet d'amélioration à bien. Donc un soutien intégral de la haute direction, c'est essentiel pour le succès. Comme on l'a dit, les projets d'amélioration doivent se concentrer sur des solutions concrètes pour les systèmes de santé. Nous acceptons des projets selon l'un ou l'autre de ces axes, les soins centrés sur le patient et sa famille, la coordination et les transitions de soins, l'efficience, l'accessibilité, les soins efficaces et pertinents, la sécurité, l'équité, la santé de la population et les résultats pour la santé. Ça, c'est très important. Le projet doit s'aligner sur les priorités stratégiques de votre organisation, vos buts, vos projets et les responsabilités des membres de l'équipe. Donc, le projet d'amélioration typique peut répondre aux besoins d'une population cible, viser la conception d'un nouveau produit, d'un nouveau processus, d'un nouveau service, améliorer un processus ou un service existant, assurer la diffusion d'une pratique prometteuse, mettre au point un cadre ou une infrastructure en vue d'améliorer la gouvernance, la gestion ou la qualité. Alors, si après ce webinaire d'information, vous souhaitez présenter une demande, nous espérons que c'est le cas de vous tous, je souligne l'importance de cette opportunité, les appels d'encadrement. Nous vous encourageons fortement à profiter d'un appel d'encadrement de 30 minutes avec un formateur expérimenté de la FCASS avant de présenter votre demande. Il pourra vous aider, vous soutenir dans la préparation de votre demande, vous donner des conseils sur la portée, sur les circonstances du projet, sur la constitution d'une bonne équipe et sur d'autres éléments clés. Il n'y a aucun frais pour cet appel et pour demander un rendez-vous, envoyez-nous un courriel à l'adresse qui figure au bas de l'écran. Alors, les demandes doivent être reçues le 12 février avant 21h, heure de l'Est. Pour demander un formulaire, envoyez-nous un courriel, donc à la même adresse. La demande n'est pas en ligne. Nous voulons que vous entriez en contact avec nous et à ce moment-là, on va vous envoyer le formulaire. Il y a un examen du mérite, un processus de sélection. Le personnel de la FCASS détermine d'abord quelles demandes sont admissibles. Ensuite, le conseil consultatif Force se réunit pour étudier les demandes. Et puis,
nous informons tous les candidats de la décision. Une description détaillée des critères utilisés par les évaluateurs figure dans dans le formulaire que vous allez recevoir lorsque vous nous contactez. Alors, quelques mots sur le coût du programme et le partage des coûts. Le coût de la participation au programme extra est subventionné, fortement subventionné par la FCASS. Nous couvrons le coût de déplacement, d'hébergement et 2 repas par jour à 4 ateliers présentiels. En outre, les boursiers ont accès au personnel enseignant, aux formateurs de la FCASS et à la plateforme d'apprentissage en ligne qu'on appelle le bureau virtuel de la FCASS. Les candidats dont les projets sont accueillis versent des frais uniques de 5 000 $ par boursier, donc un minimum de 3, maximum de 4 boursiers doivent participer. Et nous encourageons le partage des coûts. Les organisations sont encouragées à travailler ensemble pour partager les coûts du programme Force. Par exemple, un grand hôpital d'enseignement pourrait établir un partenariat avec une organisation plus petite et mettre au point un arrangement de partage de coûts qui atténue le coût de la participation pour la plus petite organisation. Alors, veuillez nous contacter si vous avez des questions alors que vous préparer une méthodologie de partage de coûts si c'est le cas. Alors voici les dates clés, les grandes étapes. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je vous répète que la date limite pour les demandes est le 12 février 2018. Vous pouvez prendre connaissance du reste du calendrier à loisir. Alors donc, nous allons à présent passer à la période de questions. Nous pouvons répondre à toutes vos questions. Veuillez les partager dans la période de questions, dans la boîte de dialogue au bas de l'écran, dans l'une ou l'autre langue. Alors, voici une première question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le programme ou dans le processus par rapport aux 2 dernières cohortes? Eh bien, je pourrais répondre à cela. Alors, Patty répond déjà. Alors donc la réponse, nous avons utilisé la rétroaction pour modifier le programme. Par exemple, il n'y avait antérieurement pas d'atelier présentiel dans le module 1 et lorsque les boursiers ont décidé qu'ils souhaitaient avoir un contact présentiel plus précocement dans le processus, nous avons ajouté un atelier présentiel pendant le module 1. Donc on demande s'il est possible d'avoir accès aux projets réalisés par les participants aux cohortes précédentes. Donc un instant. Alors, oui, il est possible d'avoir accès aux projets réalisés par les participants aux cohortes précédentes. Tous nos projets sont affichés sur le site web. Allez sur le site de la FCASS, sous la rubrique « Ce que nous faisons », projet d'amélioration force, toutes les cohortes, tous les projets de toutes les cohortes sont affichés. Une autre question, est-ce que la présentation est enregistrée et disponible? La réponse, oui. Oui, elle est enregistrée et pour y accéder, vous pouvez, encore une fois, vous la trouverez sur le site web de la Fondation. Alors, Patty répond à une autre, Patricia O'Connor répond à une autre question, elle a de l'avance sur moi. Alors, donc on répond qu'il y a
3 à 4 membres, 3 à 4 boursiers, mais il y a une équipe beaucoup plus vaste qui alimente le projet. Donc, la réponse est non, il n'y a pas de limite. Selon le projet, vous allez intégrer dans votre équipe étendue le nombre de personnes nécessaires et nous vous aidons à procéder à une analyse des parties prenantes pour déterminer qui doit faire partie de votre équipe élargie. Alors on demande combien d'équipes peuvent participer ou s'il y a un nombre de places limitées par cohorte. En général, nous accueillons une dizaine d'équipes, peut-être 11, 12 à la rigueur, mais oui, c'est limité à guère plus d'une dizaine par cohorte. Et Paddy a ajouté aux commentaires sur le nombre de membres de l'équipe. Donc chaque équipe est soutenue par une équipe élargie et il est important de créer un comité directeur avec des parties prenantes clés, y compris 2 patients partenaires. Nous vous demandons d'inclure 2 patients partenaires dans votre comité directeur. Alors, nous manquons de temps. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous les poser par courriel. Je remercie les personnes qui sont intervenues aujourd'hui pour leur présentation. Et je vous remercie, vous qui nous avez écoutés. Nous espérons que cette séance vous aura permis de mieux comprendre la nature du programme Force et que cela pourra susciter un dialogue au sein de votre organisation au sujet de l'amélioration de la santé et en particulier au niveau du dépôt d'une candidature. Donc nous vous demandons de répondre aux quelques questions que nous venons d'afficher. Dites-nous si vous aimeriez présenter une demande dans le cadre du programme Force, si vous êtes intéressé à organiser un appel d'encadrement pour en apprendre plus sur le processus de mise en candidature et les exigences. Dites-nous si nous pouvons vous communiquer avec vous pour discuter plus amplement le programme Force et avez-vous d'autres questions qui aideront votre organisation à décider si le programme Force vous convient. Encore une fois, je remercie Carol Bord, Darla Smith et Patty O'Connor pour leurs excellentes présentations aujourd'hui. Merci à Kelly et Sheena, nos productrices qui travaillent en coulisses. Et merci à Jessica pour l'animation de la boîte de dialogue. Et encore une fois, merci à vous d'avoir été des nôtres. Voici qui conclut notre webinaire. Je vous souhaite une bonne journée.